Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment se prémunir des changements de fiscalité LMNP avec Simon d'Aragon? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'inviter un expert en fiscalité. Il est docteur en droit fiscal et il va vraiment pouvoir nous aiguiller et nous donner des informations ultra précises de la plus haute des qualités. Et je suis très très contente de l'inviter sur ce podcast. Bonjour Simon. Bonjour Doreen, merci de m'accueillir. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. En plus, pour moi, je vous avais déjà écouté sur d'autres podcasts et j'avais beaucoup aimé votre pédagogie. Donc, vous étiez dans mes top 5 invités que j'avais absolument envie d'avoir sur le podcast depuis plusieurs mois. Donc, je suis Bon, on va ravie. essayer de ne pas vous décevoir là. Alors, donc, c'est le premier invité en plus avec lequel on se vous voit. Donc, ça change de Alors, standing. on peut se tutoyer, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'on aurait pu l'instaurer avant de démarrer le podcast, mais aucun problème. Mais c'est pas grave, ça fait plus sérieux, ça fait encore plus haut de gamme, là, c'est vraiment top. Donc, je suis vraiment ravie. Donc, vous, c'est ça, en formation, juste peut-être juste pour vous présenter en une minute vos diplômes et votre statut pour que les gens qui ne vous connaissent pas sachent un petit peu ce que vous faites. Alors, très concrètement, au niveau des diplômes, moi je suis docteur en droit fiscal, comme tu l'as dit, tu vois, on va se tutoyer, ça va être très bien. Comme tu l'as Ok. dit, je suis docteur en droit fiscal, donc c'est le titre le plus élevé en matière juridique. Généralement, les gens ils font une licence, un master, et puis quelques-uns font un doctorat. Donc, je suis docteur en droit public, ça c'est pour les diplômes. Et aujourd'hui, j'ai deux casquettes principales dans ma vie professionnelle. D'une part, je suis maître de conférence à l'université, donc je suis en gros un prof de la fac. Je dirige un master de droit fiscal, donc je forme les fiscalistes de demain, quelque part. Donc ça, c'est ma passion, c'est le volet transmission. Je suis avec les jeunes tous les jours, enfin, tous les jours, toutes les semaines, en tout cas, au moins une fois par semaine. J'essaie d'être au maximum avec eux et de les former en matière fiscale parce que c'est ma passion. Et ma deuxième casquette, évidemment, c'est que je suis chef d'entreprise puisque j'accompagne en France et à l'étranger des centaines de personnes, des dizaines et des centaines de personnes, des particuliers, des investisseurs, des entrepreneurs, chefs d'entreprise, pas mal de sportifs de haut niveau, pas mal la nouvelle génération aussi d'influenceurs, youtubeurs, tous ces gens-là qui gagnent de l'argent et qui finalement ont du mal à comprendre les enjeux fiscaux qu'il y a derrière ces gains d'argent. Et ces deux casquettes, on va dire que je les développe avec une formule qui est bien à moi, c'est que la fiscalité doit être accessible à tous et pour tous. Donc, généralement, et les auditeurs vont s'en apercevoir, normalement, tout ce que je raconte, tout le monde peut et doit le comprendre puisque j'utilise volontairement des mots simples pour parler d'une matière complexe. Très bien, je suis ravie. On va pouvoir poser pas mal de questions un peu pointues, donc j'ai hâte de pouvoir les poser. Juste avant de démarrer également la partie fiscale et qu'on rentre dans le dur, ça m'intéresse de savoir si toi aussi tu es investisseur à titre personnel ou est-ce que tu fais uniquement de la théorie et des fois les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, Ouais, alors pour le coup, en matière fiscale, ce serait quand même un peu embêtant d'aider les gens qui m'entourent sur quelque chose que j'ai pas moi-même expérimenté et on va dire expérimenté de manière assez importante puisque effectivement, j'investis beaucoup. Alors, je vais pas peut-être pas te présenter mon patrimoine actuel, mais simplement te dire que on va dire que toutes les formes d'investissement immobilier, je les ai plus ou moins réalisées. Les principales, résidences principales et investissements locatifs, des investissements à la fois patrimoniaux et un peu plus, on va dire, rentabilité cash flow. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, entre guillemets, même si on ne l'a jamais complètement fait, puisqu'évidemment, chaque projet est unique, hein, quand c'est quelque chose. Mais voilà, évidemment, je suis un investisseur assez aguerri et j'investis surtout dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, parce que c'est la région dans laquelle j'ai grandi et que je connais parfaitement. Et dans le nord, à l'endroit où je suis enseignant à l'université, puisque c'est une belle région que j'ai découverte. Et voilà, j'ai appris à maîtriser le marché. Donc, voilà, on va dire que c'est les deux secteurs où j'investis majoritairement. ouais, je trouve ça incroyable. Enfin, je fais mon petit commentaire, mais parce que en général, les gens qui font des hautes études, souvent, ils restent dans la théorie et ils appliquent pas. Et donc, c'est génial parce que tu as à la fois cette casquette d'investisseur qui a expérimenté, qui voit sur le terrain. Parce que moi, en l'occurrence, j'avais fait mon master en gestion de patrimoine là.
Et des fois, les gens qui parlaient, je sentais, ils connaissaient rien à l'immobilier, même s'ils comprenaient la théorie, mais Complètement. ils me parlaient Complètement toujours de d'accord. rentabilité à 3-4%, et j'étais là: «Ouais, non, mais les amis, on peut quand même faire mieux, ça». Bah, on peut faire mieux. Après, encore une fois, alors là, du coup, on rentre dans la logique d'investissement. Ça dépend ce qu'on recherche aussi, hein. Oui, C'est les deux types d'investissement que j'imagine tu connais bien. Investissement patrimonial à 3, 4, 5%, ça peut être validé, hein, puisque l'objectif est à plus long terme au niveau de la revente, etc. Donc, voilà, mais entièrement d'accord avec toi. Et je voulais absolument pas, en fait, c'était un peu ça le challenge aussi. Je ne voulais absolument pas être ce prof qui parle de ce qu'il a lu dans des bouquins et de ce qu'il a écrit dans des bouquins sans avoir moi-même expérimenté ce qui doit être expérimenté. c'est super. C'est parti, on va commencer. Donc, l'idée là de l'épisode, c'est que c'est vrai que moi, je sais que tous les ans, j'ai l'impression que c'est le marronnier de la fiscalité, le fameux LMNP. Alors des fois, pendant un an, on n'entend plus rien. Bon, l'année dernière, on avait déjà entendu, hein, là, ça revient, Mm. du fameux, c'est la fin du LMNP, c'est la catastrophe. Et puis évidemment, alors moi, ça me fait toujours rigoler, souvent, c'est les plus débutants qui paniquent. Enfin, moi, j'ai l'impression, des fois, ils ont même pas d'investissement, ils sont déjà en panique. Je fais: «Non, mais les amis, vous avez rien, donc de toute façon, il y a pas besoin de paniquer là, vous avez Mm. justement tout le champ des possibles qui vous s'offre à vous, donc pas de panique». Mais je sais que c'est quelque chose d'émotionnel, en fait, la fiscalité, très fort, chez les auditeurs et chez beaucoup de monde. Et donc, en fait, j'aimerais qu'on voit ensemble, de façon la plus posée, la moins émotionnelle possible, sur concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se trame dans l'actualité? Et qu'est-ce qui change par rapport peut-être aux années précédentes? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est la même musique que j'entends. Et voilà, parce que je te le dis tout de suite, comme ça tu sais. Moi, j'avais une position pendant assez longtemps qui était en mode, les amis, on avance. Si vous passez votre temps à lire des supposées modifications de lois futures, en fait, il y a des gens, ils peuvent passer des heures à écouter des podcasts sur le sujet et pas avancer. Donc, des fois, On je est, leur on dis, est entièrement d'accord, hein. On est entièrement d'accord. Dès qu'on descend les escaliers, on peut tomber. Donc, si on raisonne comme ça, on descend plus les escaliers, puis on reste chez soi. voilà, Non, non, ça là-dessus, je te rejoins complètement. Alors, je vais essayer de le faire de manière structurée et si le développement est trop long, tu me coupes pour aiguiller un petit peu davantage. Déjà, le premier point important qu'il faut mentionner, c'est qu'effectivement, ça fait 10 ans qu'on parle de cette potentielle réforme et ça fait 10 ans qu'en vérité, ce n'était que des bruits de couloir qui n'aboutissaient à rien du tout et qui ne laissaient présager aucune modification. Et moi, ça, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que tous mes clients que je vois depuis toutes ces années, qui me disaient, oui, mais quand même, le LMNP, ça va changer. Moi, j'ai la chance de travailler avec un certain nombre de responsables politiques au moment de ce qu'on appelle la loi de finances chaque année. Donc, je les aide à comprendre la loi de finances, à rédiger ce qu'on appelle des amendements, mais je vous expliquerai un peu après pour que les auditeurs comprennent. Ce n'est pas un rôle politique, c'est au contraire un rôle d'expert véritablement, hein. Chaque année, je vois toutes les réformes qui peuvent arriver un peu en avance, etc. C'est l'avantage de travailler au cœur de tout cela. Et moi, ça faisait 10 ans que je le disais, en fait, il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que ce n'était que des bruits de couleurs, il n'y avait aucun projet de texte, il n'y avait aucun rapport, il n'y avait rien du tout. Il est vrai qu'il y a un an, on a commencé à avoir quelques écrits sur le sujet. Et on a eu quelques écrits avec quelques responsables politiques qui ont commencé à s'interroger et à s'intéresser à ce sujet. Parce que concrètement, il faut se le dire, 99,9% des responsables politiques ne savent pas ce que c'est le LMNP, qu'on se le dise. Et encore une fois, je jette absolument pas la pierre, c'est chacun son métier, chacun son domaine de spécialité. Moi, je ne connais rien à la médecine. Si on me pose des questions sur un changement dans le domaine médical, je vais pas comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est un premier point important, c'est que jusqu'à l'an dernier, il n'y avait absolument rien. L'an dernier, au mois de décembre, au moment du projet de loi de finances, on a un député qui a rédigé ce qu'on appelle un amendement et qui a voulu introduire dans le droit français une évolution pour le LMNP. En gros, il a fait une proposition le 16 décembre et il voulait que ça entre en vigueur le 1er janvier, donc 15 jours après. Quand j'ai vu cette proposition d'évolution qui était négative, mais on reviendra sur le fond après, quand j'ai vu cette proposition, j'ai immédiatement fait un courrier à tous les responsables politiques avec qui j'ai l'occasion d'échanger, dont ce député, que je ne connaissais pas, hein. Je lui ai écrit simplement en tant qu'expert et je lui ai dit, en fait, je peux comprendre le projet de réforme qui arrive, on discutera du fond après, hein, mais par contre, ce que je refuse et ce que je trouve inacceptable, c'est le changement des règles du jeu en 15 jours. Donc, moi, c'était vraiment ma position, c'était de dire quand on fixe des règles du jeu, on ne les change pas en 15 jours. On a des gens qui se sont organisés en fonction d'une réglementation qui existe.
Je suis investisseur, je sais ce que c'est. Tu es investisseur, tu sais ce que c'est. En fait, quand on fait nos calculs de rentabilité, on se projette sur les années qui arrivent, etc. Alors, qu'il y ait des évolutions, OK, pas de problème, mais on nous met pas à la poubelle toute notre stratégie en 15 jours. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, cette proposition, alors je ne dis pas que c'est grâce à moi, hein, loin de là, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui se sont manifestés quand même, mais cette proposition n'a pas été adoptée. Donc, on est resté sur un système qui est le même pour le LMNP. Il y a eu une petite évolution sur un truc, mais je ne rentre pas dans le détail, donc il n'y a pas eu d'évolution. Donc ça, c'était la situation au 1er janvier 2024. Pendant l'année qui vient de s'écouler, il y a un rapport parlementaire qui est sorti. Un rapport parlementaire, c'est une députée, en l'occurrence, de la majorité présidentielle. Donc, c'est pareil, je vais donner les partis politiques, pas parce que je veux étiqueter le truc, juste parce qu'en fait, c'est important dans le raisonnement qu'on a, et je vais expliquer aux auditeurs, et je vais vous donner vraiment des conseils pratiques pour essayer d'avoir un peu d'avance sur tout le monde. Parce que c'est pas si compliqué que ça, en fait, d'avoir un peu d'avance sur tout ce qui se passe. On a donc une députée qui a produit un rapport qui est sorti de mémoire en juin 2024, si je ne me trompe pas. Et dans ce rapport, elle propose, hein, c'est un rapport, mais elle propose dedans une vraie réforme de la fiscalité locative. Ce rapport n'a aucune valeur juridique, ce n'est qu'une proposition pour l'instant, d'accord? Mais il a été mis par une députée qui appartenait à la majorité présidentielle, et donc ça a augmenté les chances que ce soit adopté parce qu'elle appartenait à cette majorité. Si ça avait été un rapport d'un député La France Insoumise, en fait, il n'y avait aucune chance que ce soit adopté. Mais comme là, ça vient d'un parti qui est majoritaire, enfin, qui était majoritaire hein, juste avant les élections de juin et de juillet, il y avait de grandes chances que ça aboutisse. Et je n'ai pas encore parlé de ce qu'il y a dedans, on en parlera après. Hein. Juste pour expliquer la logique d'ensemble à tout le monde. Donc, ce rapport a été publié. Depuis, on a eu des élections législatives, et les élections législatives n'ont pas redonné une majorité à l'Assemblée nationale à ces députés En Marche, du parti du président de la République. Pour autant, il y a deux informations importantes qui datent d'il y a 2-3 jours, hein, donc on va être vraiment dans l'actualité, c'est important. Premier point important, le ministre de l'économie qui a été nommé appartient au même parti politique que cette dame, que cette députée qui a produit le rapport. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va reprendre bêtement le rapport et l'appliquer. Ça veut juste dire, pour expliquer à tout le monde comment ça marche dans les coulisses, ça veut juste dire qu'en fait, ils se connaissent, ils ont fait des réunions, et ils font des réunions ensemble toutes les semaines en tant que membres du parti présidentiel. Ils sont sur un groupe WhatsApp où ils sont tous ensemble parce qu'ils appartiennent au même parti. Bref, en fait, ils sont un petit peu liés humainement. Et donc, du coup, forcément, ça augmente un petit peu les chances que le rapport fasse l'objet d'une proposition de réforme dans les prochaines semaines. Donc, on n'a aucune certitude pour l'instant, hein. Il n'y a rien qui a été dit, d'accord? Mais juste pour expliquer la logique d'ensemble à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important quand même de s'intéresser à la politique un minimum. C'est parce que, et je le dis, c'est un peu, ils vont peut-être être déçus que je dise ça, mais on ne peut pas faire de l'investissement, on ne peut pas être chef d'entreprise, on ne peut pas vouloir faire des affaires si on ne s'intéresse pas un minimum à ce qui se passe au niveau politique, parce que les décisions qui sont prises ont des incidences sur nos stratégies en tant qu'investisseurs. Donc ça, c'est vraiment le premier point fondamental que je voulais donner avant de rentrer dans le détail après du fond. Le deuxième point que je veux donner, et c'est vraiment un conseil très pratique, très concret pour tout le monde, et j'espère que tous les auditeurs qui vont nous entendre vont faire ce que je vais dire maintenant. Enfin, pour vous, en tout cas, moi je vais le faire en tout cas. Après, chacun est libre. Chaque année, on a ce qu'on appelle le projet de loi de finances qui sort. Le projet de loi de finances, c'est un truc qui sort fin septembre, début octobre. Là, on va avoir un petit peu de retard parce que le gouvernement a été nommé avec du retard. Le projet de loi de finances, c'est un document qui est présenté par le ministre de l'économie début octobre et dans lequel il y a les mesures fiscales importantes qu'il veut faire entrer en vigueur le 1er janvier qui suit. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans quelques jours, là, au moment où on tourne cet épisode, on est le 26 septembre, début octobre, c'est-à-dire dans quelques jours, il y a le projet de loi de finances qui va sortir. Et dans le projet de loi de finances, il y a toutes les mesures qui sont importantes pour le ministre de l'économie qu'il veut mettre en place en 2025. Ça veut dire que tous ceux qui veulent faire l'investissement ou qui font l'investissement doivent aller lire ce document, doivent prendre le temps d'aller écouter le communiqué de presse, d'aller écouter la conférence de presse du ministre de l'économie qui aura lieu dans quelques jours, quelques semaines, pour savoir
ce qu'il pense et ce qu'il veut faire. Parce que s'il y a une grosse réforme de la fiscalité immobilière, c'est sûr qu'il va en parler à ce moment-là. Et donc, du coup, s'il en parle à ce moment-là, ce sera pour 2025. Donc, on aura 3 mois d'avance sur tous ceux qui ne font rien et qui subissent les informations. On aura 3 mois d'avance pour dire, OK, je me pose sur mon patrimoine, voilà les évolutions qui sont envisagées, voilà peut-être les arbitrages à faire, et ce sera l'occasion certainement d'aller voir un spécialiste de la fiscalité, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, d'aller voir un spécialiste pour dire, OK, là, il faut mettre tout à plat tout de suite parce que potentiellement, dans 3 mois, il y a une grosse évolution, donc il y a des décisions à prendre. Et donc, j'encourage vraiment, et c'est vraiment ma recommandation à tous ceux qui nous écoutent, allez suivre cette conférence de presse. C'est un peu chiant, c'est un peu long d'écouter quelqu'un parler, j'en ai pleinement conscience, mais écoutez cette conférence de presse, téléchargez le projet de loi de finances, il y a un petit résumé euh, qui s'appelle euh, dossier de presse du projet de loi de finances, pour être précis. Et dans ce document, il y a toutes les mesures importantes qui sont envisagées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, donc ça ne veut pas dire forcément que ce sera dedans, mais vu l'importance de la réforme, normalement, ce sera dedans si c'est envisagé. Donc, Et en fait, j'ajouterais peut-être que ce qui est pas mal, c'est que le dossier de presse, c'est ce que les journalistes utilisent comme source, sauf que les journalistes, comme ils comprennent pas forcément grand-chose à la fiscalité, ils peuvent aussi mal traduire, parce que des fois, je trouve qu'il y a des articles hyper simplistes, pas forcément bien compris, donc autant aller à la source pour avoir la vérité. alors le dossier de presse, il est fourni par Bercy quand même. C'est un dossier de presse fourni par Bercy, donc il vient vraiment de la source pour le Oui, coup. voilà, c'est C'est pour ça. pas. C'est ça que je veux dire. C'est mieux d'aller lire la source plutôt qu'aller de lire des articles Ah, dans je ne complètement. sais quel journal qui a peut-être été redéformé. Donc autant aller dans la source parce que des fois après il y a les rumeurs et puis des interprétations et puis après ça refait des trucs par-dessus. Exactement. Donc c'est bien d'aller à la source. C'est juste pour Ah non, mais appuyer. complètement d'accord. Et vraiment, enfin voilà, je sais encore une fois, mais on ne peut pas réussir si on ne fait pas un minimum d'efforts. Je sais que la fiscalité, c'est pas forcément le truc qui passionne tout le monde, j'en ai pleinement conscience, même si moi je trouve ça incroyable comme matière et pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais là, vraiment, ce truc-là, c'est prendre 2, 3 heures quand ça va sortir. Allez, vous prenez une soirée pour lire le truc, vous faire une petite synthèse. Et j'ai même envie de dire, enfin, je ne devrais pas le dire parce que j'incite pas les gens à travailler et à faire des efforts en disant ça, mais voilà, au pire des cas, voilà, suivez un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je fais une petite synthèse toujours pour tout le monde. J'essaie toujours de faire un petit truc qui permet aux personnes qui me suivent d'avoir un peu les informations, quoi. Voilà. C'est ce Mais que voilà. j'allais dire. Il y a la version feignante Non, bien d'écouter sûr. les experts. Non, il y a toujours une version feignante, mais j'ai envie de dire, même pour votre propre culture, c'est quand même intéressant de faire cet effort-là. Ok. Bah, moi, je m'engage là. Je m'engage, je vais le Voilà. faire et Bon, bah, j'essaierai de top. faire un épisode de podcast résumé d'une demi-heure de ce que j'aurais lu pour les auditeurs, mais ça ne les empêche pas qu'il faudra qu'ils le lisent quand même, sinon je Non, les mais dis. parfait. Donc, voilà, Ok, ça c'était vraiment en fait pour expliquer un peu le contexte global à tout le monde, expliquer en fait comment ça marche tout ça. ok. Parce que souvent on a l'impression que on est vachement loin de toutes ces décisions, de machin. Bon, en fait, en vérité, il faut juste s'y intéresser un petit peu et de manière ciblée prendre un peu de temps pour s'y intéresser. Voilà, je dis pas qu'il faut lire les échos tous les jours, etc. Ça, j'ai conscience enfin, même moi, je le fais pas. Même moi, je le fais pas, j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, de manière ciblée, au moins une fois par an, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand le PLF va sortir, là, début octobre, après, pendant 2 mois, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils vont essayer de discuter comment l'améliorer, ils vont faire des propositions en plus, etc. Donc, j'ai vraiment envie de dire, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au truc, entre début octobre et mi-décembre, c'est là qu'il faut être un peu dans l'actualité. Le reste du temps, c'est un peu moins important. Mais début octobre, mi-décembre, il faut que vous soyez un minimum intéressé sur ces sujets-là. Je mettrai juste un bémol, puisque je me permets de mettre des bémols, même si Ouais, vas-y, c'est toi vas-y. l'expert. C'est juste que moi, je connais un petit peu le profil de certains auditeurs qui vont, mais y passer une énergie de dingue à suivre tes conseils, là, mais en fait, ils ont toujours pas à trouver une affaire rentable et ils sont toujours pas passés à l'action. En fait, il y a des gens tu sais, qui tombent dans le travers de je veux être surinformé en permanence et tout savoir, et Mm. du coup, ils procrastinent. Donc moi, je dis toujours, je trouve ça peut-être plutôt bien pour les investisseurs plus aguerris sont déjà avancés, mais des fois, il faut avancer aussi pour les. Enfin, Non, mais alors, voilà, je mets juste le complètement petit d'accord avec truc toi. là. Et d'ailleurs, pour le dire de manière, enfin, je le dis vraiment sans filtre à tous les auditeurs qui nous écoutent, moi, je vous dis ça et je vous dis, attention, le LMNP va sûrement évoluer, mais on va en parler juste après du fond.
Il y a 2 semaines, j'ai finalisé un appartement à Nice que j'ai mis en location à LMNP. Tout ça pour vous dire que ça ne m'empêche pas d'avancer le fait de me dire que peut-être que ça va changer dans quelques semaines. Ok, Euh, très voilà, bien. je le précise, comme ça au moins ça va aussi dans le sens de ce que tu disais. Voilà, c'est pas parce qu'il y a tout ça qui avance qu'il faut s'arrêter d'investir ou s'arrêter d'avancer. Ok, très bien. Non, mais je le dis quand même parce que j'en connais certains qui auraient tendance à procrastiner à cause de ça. Du coup, est-ce que tu avais fini sur le point là? On était bon? Voilà, c'était vraiment, je voulais poser le contexte, c'est important, et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et peut-être pour prendre encore plus de hauteur, c'était pour prendre aussi par rapport aux années futures, c'est que si ça passe pas là, ça passera probablement dans les années à venir. Donc même si c'est pas pour ce mois de janvier-là, il y a des chances que dans 1 ou 2 ans, ce soit passé. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une perte de temps, comme si c'était un oui ou non. C'est quand même une tendance qui est en train de... Bah, de toute façon, on va rentrer dans le détail, parce que je Ouais, crois que c'est ça le but aussi de l'épisode, de rentrer un peu dans le détail. Euh, quand on lit le rapport, quand on lit ce rapport et quand on lit un petit peu les positionnements des responsables politiques qui s'y sont intéressés, en fait, il y a vraiment 2 sujets. Il y a 2 points centraux. Le premier point, c'est de dire il y a un problème avec la location courte durée. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que la location courte durée, elle est trop utilisée et elle empêche aux gens de se loger dans pas mal d'endroits parce qu'il y a trop d'investissements locatifs, de location courte durée. Donc, ça empêche certaines personnes de s'installer de manière durable dans des villes. Et donc, il y a une vraie volonté de lutter contre la courte durée. Et donc, je le dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui font de la courte durée, attendez-vous à ce que pour vous, ça pique plus vite que pour les autres. Et ça, il faut vraiment le dire, c'est qu'ils ont ciblé la courte durée comme étant un problème dans notre pays. Et je sais que c'est paradoxal, qu'il y a quelques années, ils ont ouvert, ils ont créé cette concurrence avec les hôtels. Enfin, on va dans l'autre sens de celui qui avait été engagé, mais c'est comme ça, c'est un constat. Il y a une problématique de logement et donc ils veulent la régler. Et ça passera par la réglementation beaucoup plus dure et beaucoup plus lourde de la location courte durée. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point central, c'est qu'ils se sont aperçus que la location meublée est fiscalement traitée différemment de la location nue. Et ils estiment, et on va rentrer du coup dans le détail, et ils estiment qu'il n'y a pas forcément de raison de traiter différemment la location meublée de la location nue. Et donc, c'est ça l'angle adopté pour aller vers la réforme, c'est de dire on va aligner la location meublée sur la location nue, ou en tout cas, on va s'en rapprocher, on va faire quelque chose qui s'en rapproche pour arrêter d'accorder ce traitement fiscal favorable à ceux qui font de la location meublée plutôt que de la location nue. Et donc, c'est maintenant qu'on va rentrer dans le détail. parce que en fait, c'est intéressant. Le premier point, je le comprends bien parce que il y a cette... voilà, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a des mairies où les gens se plaignent parce qu'ils peuvent pas se loger, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de locations courte durée. C'est impossible de se loger, impossible d'acheter un logement tellement c'est gonflé, voilà. Donc ça, je le comprends super bien. Le deuxième point, quand tu dis, ils se sont aperçus que la location nue et la location meublée n'étaient pas traitées pareil. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une motivation. Est-ce que la motivation derrière, c'est pas comment est-ce qu'on peut récolter plus d'argent? Parce qu'en Mmh. soi, qu'est-ce qui les dérange Non. tu Alors, vois, qu'est-ce qui les... enfin, quel est le ouais. fond du problème derrière? Alors, moi j'essaie toujours, et c'est ce que je vais faire dans l'épisode, hein, j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement, même si le truc que je dis va pas forcément dans mon intérêt. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à vouloir rien toucher, hein, parce que moi, je suis investisseur comme toi et comme tous ceux qui nous écoutent peut-être. Et moi, si on pouvait laisser le truc tel quel, je signe tout de suite, et ça me va très bien. Mais j'essaie toujours d'être honnête intellectuellement de manière globale. Déjà, évidemment, ça va être un moyen de récolter plus de fiscalité et plus de fonds publics, enfin, plus de recettes pour l'État. Et c'est vrai que vu notre situation économique, ça fera pas de mal. Bon, ça, d'accord, on peut le dire, c'est la volonté de cibler les investisseurs immobiliers. Bon, ça, on est d'accord, pas d'accord. C'est, on va dire, un sujet vraiment politique. Il y en a qui préfèrent taxer l'immobilier, il y en a qui préfèrent taxer le financier, il y en a qui préfèrent taxer les plus riches, d'autres qui préfèrent taxer tout le monde de la même manière. Ça, c'est, on va dire, des sujets un peu plus généraux qui ne sont pas notre sujet du jour. En revanche, si on est honnête intellectuellement, c'est-à-dire si on se projette sur le fonctionnement même du LMNP, et je vais partir du principe que quelques bases sont détenues quand même par les gens qui nous écoutent. Vous le savez, en location meublée non professionnelle, vous avez la possibilité, pendant la location, de ce qu'on appelle amortir le bien immobilier. Ça veut dire que on vous permet de tenir compte au fur et à mesure des années
de la perte de valeur du bien et d'imputer cette perte de valeur d'un point de vue comptable. Ça veut dire que on va vous permettre de déduire de vos loyers une petite partie de la valorisation du bien parce qu'on estime comptablement que le bien perd de la valeur au fur et à mesure des années. Sauf que si on est honnête intellectuellement, on peut se le dire entre nous, le bien immobilier ne perd pas de valeur avec le temps. Et je dirais même que depuis bien longtemps, il en gagne au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc, du coup, c'est assez logique pour quelqu'un qui se penche sur ce problème de dire on accorde un amortissement à un truc qui ne perd pas de valeur. C'est-à-dire que l'amortissement, on peut amortir son téléphone, on peut amortir son ordinateur. Tout ça, ça perd. On peut amortir une voiture, tout ça, ça perd de la valeur. Une voiture, on le sait qu'au bout de 4-5 ans, elle a perdu de la valeur. Mais pour un bien immobilier, la réalité, si on est honnête intellectuellement, c'est que ça ne perd pas de valeur au fur et à mesure des années. Et donc, du coup, cet amortissement, d'un point de vue comptable, n'est pas forcément justifié. Et donc, c'est normal que quelqu'un qui s'intéresse à ce truc-là, qui plus est s'il n'est pas investisseur immobilier, parce que je suppose que les gens qui y pensent ne sont pas investisseurs immobiliers, sinon peut-être qu'ils se garderaient bien d'en parler, hein, ça c'est un autre sujet, euh, constate que cette logique d'amortissement est discutable et donc décide de revenir dessus. Ça fait partie du rapport, la volonté de supprimer cette logique d'amortissement. Donc ça, Ouais. c'est un premier axe du rapport qui dit c'est pas normal, le bien comme il perd pas de valeur, il faut arrêter l'amortissement. Donc ça, c'est, on va dire, un premier point important dans le rapport. Qui est commun d'ailleurs à tous les scénarios envisagés. Dans tous les scénarios envisagés, ce truc-là, on nous dit qu'il faut supprimer la logique d'amortissement. Deuxième point important dans le rapport, on nous dit qu'il y a une autre problématique qui se cumule à ça, c'est que, vous le savez, en LMNP, on amortit le bien au fur et à mesure des années. Et donc, du coup, ça nous permet, pour le dire très vite, de ne pas payer d'impôts pendant quelques années parce que mon résultat est de zéro avec un déficit créé qui se reporte. Et donc, du coup, on nous permet d'amortir le bien. Donc, comptablement, il perd de la valeur. Et au moment où je le revends, sur le calcul de la plus-value, on ne tient pas compte de ces amortissements et on fait juste prix de vente moins prix d'achat initial. Et ça, c'est une deuxième chose qui n'est pas logique si on est honnête intellectuellement. C'est de dire, c'est pas normal qu'on nous autorise à amortir le bien. Déjà, donc c'est pas normal parce qu'il perd pas de valeur. Et qu'en plus, à la sortie, on nous dise, en gros, t'inquiète, j'ai rien vu, fais comme s'il n'y avait pas eu d'amortissement et tu fais juste prix de vente moins prix d'achat. Et donc, du coup, ça, c'est le deuxième point de la réforme, c'est de dire, ce n'est pas normal. Et donc, au niveau du calcul de la plus-value, il faut tenir compte des amortissements qui ont été réalisés. Et donc, ces deux points centraux qui font l'avantage du LMNP, évidemment, qui font le gros avantage de ce régime, ces deux points-là sont en discussion et pourraient évoluer de manière négative. Alors, quel est, moi, le point que j'ai souligné dans différents articles de presse, quand je leur ai écrit, etc., et qui va dans le sens du maintien au moins d'un des deux avantages? C'est de dire, que, en fait, le LMNP, ça reste quand même une solution gagnant-gagnant. C'est une solution gagnante pour le propriétaire et l'investisseur, ça va sans dire. On est tous d'accord là-dessus. Je suis le premier à en avoir profité et il n'y a aucun problème. On est gagnant puisque en profitant de l'amortissement, on arrive à ne pas avoir de fiscalité. Mais généralement, quand même, quand on fait ça, on fait également des travaux de rénovation du bien pour ne pas avoir de fiscalité. Et donc, moi, l'argument que j'ai un petit peu, c'est de dire c'est gagnant-gagnant, puisque d'un côté, on n'a pas de fiscalité, mais de l'autre, on a quand même rénové le bien et on a proposé aux locataires un bien de qualité qui désormais doit respecter un certain nombre de normes, notamment les DPE, je ne rentre pas dans ce détail-là. Donc du coup, on a quand même pris des risques en tant qu'investisseur, on a fait appel à une entreprise de travaux quand on sait très bien que ça peut être parfois délicat. Et on a un avantage fiscal, mais de l'autre, on a un locataire qui est satisfait et qui a un bien rénové. Bon, concrètement, l'argument, il n'est pas suffisant, hein, on va pas se mentir, il n'est pas suffisant, mais c'est l'argument que moi je défends un petit peu pour essayer de faire perdurer un peu plus au moins un des deux avantages que j'ai mentionnés. Mais j'insiste, et après je te laisse orienter un peu plus le sujet, mais si on est honnête intellectuellement, les avantages fiscaux octroyés par le LMNP sont discutables. Et je vous dis ça alors que je suis le premier à vouloir que ça dure.
Mais si on est honnête d'un point de vue purement juridique et fiscal, c'est normal qu'à un moment donné, ça évolue. Ouais, donc en gros, la députée, tu me dis si j'ai fait un peu une simplification, mais elle sait qu'il y a une niche fiscale, entre guillemets, ils aiment bien appeler ça comme ça, le LMNP. Ils se sont dit, attends, on va creuser comment ça fonctionne. Ah oui, attends, c'est Hmm. bizarre, c'est pas logique, pourquoi, etc. Et du coup, ils se disent, bah attends, on va décortiquer tout ça pour essayer que ce soit plus logique et plus, comment dire, plus justifié. Et j'entends complètement ton point que moi aussi, quand j'ai découvert le LMNP, je me suis dit, mais Hmm. tu mets juste des meubles dans le logement et t'as pas du tout le même régime, juste parce que t'as mis des meubles. Alors déjà, en plus, les gens, quand ils me disent, ouais, je réfléchis à faire du nu, mais je fais, mais t'as juste à mettre des meubles. Donc, tu sais, je comprenais même pas la logique. C'est pas l'effort Alors du après, siècle. la location nue, c'est pas le sujet de notre podcast, hein, évidemment, mais la location nue peut être très intéressante dans d'autres situations. Et moi, je dis toujours, souvent, on évacue la location nue des stratégies. En vérité, elle est hyper intéressante aussi. Mais c'est pas le sujet du jour. Tout ça pour dire, pour glisser le message quand même à tout le monde que c'est pas parce que le régime va évoluer qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça mon message surtout. Et ce que je disais, et parce que ça me faisait penser, moi, j'ai pas mal réfléchi aussi aux différents cas de figure. Et par rapport à ton argument de la rénovation, etc., c'est que, en fait, le bug du LMNP, enfin, c'est que tu peux faire aucun travaux dans l'appart et quand même amortir le bien. Donc, entre Exactement. guillemets, tu récompenses pas les rénovateurs, alors que Et quand tu es en revenu foncier, tu récompenses quand même les rénovateurs. tout à Donc, fait. c'était la question que je me posais. Et par rapport à ça, du coup, alors j'ai deux questions techniques. Première question technique, c'est, mais du coup, si j'achète un bien et que je fais des travaux énormes à l'intérieur, imaginons il y a une sorte de fusion entre le régime LMNP et revenu foncier qui se sont mis d'accord que ça fonctionne à peu près pareil. Il y aura plus aussi l'amortissement sur les travaux. Parce que, alors juste pour expliquer vite aux auditeurs, il y a l'amortissement sur le bien, donc c'est-à-dire sur le truc que tu achètes, et en fait, les travaux que tu fais, quand c'est des gros travaux, ils sont également amortis sur 10 ans, 15 ans, 25 ans en fonction du type de travaux. Est-ce que l'amortissement des travaux aura lieu ou est-ce que ce sera comme le LMNP, ce sera à l'encaisser? En fait, il y aura une suppression de toutes les logiques d'amortissement, mais par contre, les travaux resteront ce qu'on appelle des charges déductibles, d'accord? Et donc seront en capacité de créer un déficit foncier qui sera reportable d'année en année. Donc, c'est juste que on n'aura plus le double, triple avantage du LMNP avec au moment de la revente plus l'amortissement du bien, mais on aura quand même la capacité pour ceux qui rénovent des biens immobiliers et qui sont vraiment dans cette logique de rénovation, de créer du déficit et de quand même optimiser un peu fiscalement leur situation. C'est sûr que ça durera moins longtemps, c'est-à-dire qu'on sera tranquille fiscalement moins longtemps, mais il y aura quand même ce régime qui continuera d'exister. En tout cas, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ok, ouais, ouais. Moi, je me rappelle encore en tant qu'investisseuse, à l'époque, j'avais compris l'amortissement du bien et j'avais pas compris l'amortissement des travaux. Moi, je pensais que c'était comme un revenu foncier, que c'était les charges. Et puis, quand mon comptable, il me disait non, mais ça, c'est étalé sur 15 ans. En fait, moi, j'étais dégoûtée parce que moi, avec mes calculs, parce qu'on a fait beaucoup de chantiers, hein. Nous, on était des gros rénovateurs avec mon mari. Et en fait, moi, j'avais eu une petite déception et j'aurais préféré que ce soit comme le revenu foncier, que ce soit pas amorti parce que je savais que j'avais 8 ans, 9 ans tranquille sans impôt Ah tellement oui, on avait fait de bien travaux, sûr. quoi. Enfin bon, bref, c'était juste pour dire que c'est pas dramatique en soi. Finalement, quand on fait des travaux, le revenu foncier est quand même intéressant. Et ce point, exactement, ce point-là, il n'est pas dramatique. En fait, en vérité, le seul point qui est dramatique, c'est juste que il y a une évolution qui était, entre guillemets, pas forcément prévue et qui vient impacter les stratégies de tous ceux qui ont investi. En vrai, c'est ça qui est dramatique. Et d'ailleurs, ce rapport, il est intéressant. Alors, c'est dommage, je ne l'ai pas sous les yeux parce que j'aurais pu vérifier les chiffres, mais juste pour vous dire à tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas si nombreux que ça à faire du LMNP, hein. On est plutôt assez peu, même en France. Alors, souvent, on a tendance à penser qu'on est nombreux parce qu'en fait, on est entre nous, d'une certaine Ouais. manière. On appartient à des communautés, on suit des personnes qui font ça, etc. Donc souvent, on a l'impression que tout le monde connaît. En vérité, c'est une niche qui est très peu connue et qui est très peu exploitée. Et on est très peu nombreux en France, hein, à avoir fait, à utiliser ce dispositif fiscal, etc. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et, voilà, si j'avais le rapport sous les yeux, j'aurais pu donner des chiffres concrets, mais je suis quasiment sûr qu'on est moins d'1 million à connaître le dispositif. Et ça apparaît enfin, voilà, 1 million sur, je ne sais plus combien on est en France, 70 millions à peu près, 65, 70 millions. Et donc, la deuxième question que j'avais, qui est aussi un petit peu technique, c'est par rapport au calcul de l'impôt sur la plus-value à la revente. Est-ce que les abattements pour durée de détention resteront valables ou pas?
Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc, a priori, il resterait valable. Ça veut dire que la durée qui passe joue en ma faveur dans le calcul de la plus-value, hein, avec les abattements que tu mentionnais à partir de la 5e année de détention. Donc ça, a priori, il n'y a pas de remise en cause du calcul de la plus-value là-dessus. Sur la plus-value, le seul truc qui est remis en cause, c'est la logique d'amortissement que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc en fait, moi, si jamais je me dis, non, mais de toute façon, moi, j'avais prévu de le garder 30 ans, mon immeuble, en fait, dans tous les cas, je ne paierai pas d'impôt sur la plus-value. Exactement, tout à fait, exactement. Ok. Non, mais c'est juste, j'essaie de faire comprendre les gens la logique, c'est que Bien sûr. si vous avez une logique plus courte, à ce moment-là, ça a plus d'impact. Si de toute façon, vous comptiez le garder 25 ou 30 ans, il y aura moins d'impact. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que normalement, dans le calcul de la plus-value, on prend également les travaux. Donc, si vous achetez un immeuble de 100 000 euros, vous faites 200 000 euros de travaux dedans, on ne calculera pas la plus-value à partir de 100 000 parce que vous avez gardé vos factures et qu'au moment du calcul de la plus-value, ce sera bien par rapport aux 300 000 que vous avez investis. Est-ce que tu confirmes ou pas? Oui, alors attention, c'est ça pareil, hein, c'est des points importants et malheureusement, on ne peut pas le faire de manière générale trop rapide D'accord, très parce que bien. c'est toujours des cas particuliers. Non, les travaux qui n'ont pas été déduits des loyers pendant qu'ils ont été réalisés sont pris en compte dans le calcul de la plus-value, ceux qui n'ont pas été déduits. Par contre, ceux qui ont été déduits des loyers pour bénéficier du déficit foncier, etc., je ne vais pas pouvoir les reprendre également au moment du calcul de la plus-value. Hein, d'accord, ça, c'est important. Hein. Ok, bah c'est bien que tu me le dises parce que tu vois, ça, je ne savais pas. Ouais, non, c'est important. Et d'ailleurs, ça dépend du type de travaux. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut quand même bien se renseigner là-dessus. En vérité, bon, c'est une matière technique, hein, tout le monde le sait. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir un spécialiste. Je veux dire, en une demi-heure, en 1 heure, vous avez toutes les informations importantes et vous êtes en capacité de réfléchir sur votre situation de manière intelligente. Ok. Enfin, c'est le genre d'investissement qu'il faut faire. Et encore une fois, je vous parle, comme je te disais, hein, moi, enfin, tout se passe bien. Je suis pas du tout dans le démarchage et tout ça. C'est pas du tout ça le sujet, mais il faut que vous preniez avec quelqu'un le temps de bien comprendre pour ceux qui n'ont pas les informations importantes. Ok, donc en gros, le calcul de la plus-value, il est quand même compliqué, même si on a fait des travaux dedans, c'est pas si simple. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire une simulation avec quelqu'un au moment où on prévoit de faire une revente potentielle. Tout à fait. Très bien, parfait, c'est très clair. Donc maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres tendances auxquelles il faudrait se préparer ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, ben, disons que voilà, je pense que la principale tendance qu'il faut avoir en tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la location courte durée va très bientôt être impactée lourdement. Et moi, je pense que ils l'ont vraiment dans le viseur. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on va pas échapper à ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien rester focus sur la sortie du PLF qui va arriver début octobre et qui va déjà nous en dire plus sur est-ce qu'on reprend le rapport, est-ce qu'on reprend quelques éléments du rapport? Parce que dans le rapport, il y a aussi un scénario dans lequel on propose de laisser l'amortissement, mais de laisser l'amortissement à hauteur de 2% par an. Donc, vous voyez, pas du tout pareil, hein. 2% par an du prix du bien après lui avoir retranché de mémoire 40%, parce qu'on estime que le prix du terrain, c'est 40%. Donc, si je le fais pour tout le monde de manière simplifiée, un bien que j'achète 100 000, on estime que 40 000, donc 40%, 40 000, c'est le terrain. Donc ça, c'est pas amortissable. Et sur ce qui reste, 60 000, j'ai le droit d'amortir 2% par an de ça. Donc ça ferait un très léger amortissement, quoi, en gros. Donc il y a quand même une hypothèse où on laisse l'amortissement. Mais par contre, le truc qui, à mon avis, va changer très bientôt, et pour moi, c'est la première mesure qui sera prise, c'est au niveau du calcul de la plus-value, on tiendra compte des amortissements qui ont été réalisés. Et donc, du coup, le jour où cette mesure va être annoncée avec son entrée en vigueur, peut-être 2, 3 mois après, ça doit être chez tout le monde, rendez-vous obligatoire, même avec soi-même. Hein. On met tout à plat. Quels sont mes investissements? Où est-ce que j'en suis? Si je le vends avant la réforme, voilà combien ça va me coûter. Si je le vends après la réforme, voilà combien ça va me coûter. Et peut-être que dans certaines situations, moi j'ai déjà fait des simulations pour des clients, peut-être que dans certaines situations, il vaudra mieux vendre 20 000 moins cher avant la réforme que 30 ou 40 000 plus cher après la réforme. Donc ça, ce seront des vrais sujets. Ok. Donc là, on a fait le tour, grosso modo, de ce qui pourrait nous arriver en tant que loueur meublé non professionnel. Quels sont déjà les endroits qui ne seront pas impactés? Le loueur meublé professionnel, lui, sera-t-il impacté ou ne sera-t-il pas impacté? Alors là-dessus, il y a 2, 3 précisions dans le rapport, mais alors ça se tient en 2 paragraphes, quoi. Concrètement, le LMP, loueur meublé professionnel, resterait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
ne serait pas forcément modifié, mais par contre, il parle d'introduire une troisième condition pour pouvoir bénéficier de ce régime, qui serait l'équivalent de ce qu'il y avait un peu avant, l'inscription au RCS. Avant, il y avait une inscription au registre du commerce et des sociétés pour bénéficier de ce régime. Bon, très concrètement, c'est pas vraiment clair pour l'instant pour le LMP. Je pense qu'ils vont pas s'intéresser trop au LMP dans un premier temps. Je pense qu'ils vont vraiment se focus sur le LMNP. Mais il faut quand même rester attentif parce qu'il fait quand même partie du rapport. La question que je me posais, c'est en fait ce que je trouve pas juste par rapport à la location courte durée, c'est que j'ai l'impression que pour des problématiques qui sont très localisées, de faire quelque chose de général à la France. Alors, c'est ça la question que je me pose, c'est que c'est impossible parce que je sais que déjà, il y a les mairies avec les permis de location courte durée, etc., qui sont en train d'être mises en place. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'impacter toute la France? Enfin, en tout cas, eux, ils voient pas, ils veulent pas faire de la couture, A sur priori, mesure, quoi. voilà, a priori, ils n'ont pas prévu de laisser la main aux mairies. Ils estiment que c'est une loi nationale qui doit entrer en vigueur. Ok. Et pour eux, du coup, parce que du coup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce que moi, en l'occurrence, je ne fais pas de location courte durée, mais je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a quand même une partie. Qu'est-ce qui arriverait potentiellement? Comment est-ce qu'ils se feraient taper sur les doigts, les loueurs en courte durée? Déjà, d'un point de vue général, il y a toutes ces logiques d'encadrement, de plafonnement des loyers qui sont à l'étude et qui, à mon avis, vont être renforcées. Ensuite, dans les différents régimes fiscaux, les régimes micro vont être beaucoup moins intéressants pour la courte durée que pour la longue durée, a priori. Par exemple, ils envisagent de faire un abattement de 30% pour la courte durée et 50% pour la longue durée. Euh, Donc déjà, il y aurait ce point-là. Et deuxième point, je pense, et peut-être que je me trompe, là, c'est plus moi qui me projette, mais je pense vraiment qu'elle va être pas loin d'être interdite dans beaucoup d'endroits. Ok, donc là, ce serait localisé, du coup. Ce serait pas À, généralisé. à mon avis, voilà, la partie fiscale sera généralisée et la partie, on va dire, réglementation, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, hein, les plafonnements, tout ça, c'est localisé, enfin, c'est au niveau décentralisé, au niveau des communes. Je pense que la main va être laissée aux communes parce que il y a quand même des communes où le tourisme tourne grâce à ça, donc je ne pense pas qu'ils vont remettre en cause la location courte durée complètement. Mais dans certaines communes, ça empêche clairement d'avoir une politique de logement qui soit logique et normale. Donc, affaire à suivre, mais par contre, vraiment, je pense que c'est une des cibles principales des prochains mois et des prochaines années, c'est la location courte durée. Ok, très bien. Donc maintenant, on va passer au sujet suivant. C'est la question maintenant des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais investi ou en tout cas qui sont sur le point de faire un projet là. Peut-être qu'ils en ont déjà un ou deux et ils se disent, est-ce que du coup, je dois impacter mon projet là tout de suite, j'arrête le LMNP, je fais SCI à l'IS, comme ça au moins je suis tranquille, c'est plus stable et puis voilà. Ou est-ce que le LMNP doit encore s'envisager? Est-ce qu'il a encore ses atouts? Alors, deux éléments de réponse importants. Premier élément de réponse, j'ai envie de dire que si vous arrivez à décaler de 2 3 semaines. Déjà, dans 2 3 semaines, là, on est le 26 septembre, début octobre, allez, à mon avis, 10 octobre, on y verra déjà plus clair sur un projet de réforme. Donc, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais en tout cas, d'ici 10 octobre, déjà, on y verra un peu plus clair. Et donc, du coup, je pense qu'il faut voilà, gagner 1 ou 2 semaines en immobilier, c'est pas très compliqué, hein. On dit que c'est la faute du notaire, il ne répond pas, etc. Bon, Voilà. c'est pas très compliqué. Et le deuxième point, c'est que malheureusement, je ne peux pas te faire une réponse générale là-dessus, parce que ça dépend évidemment des situations et des objectifs de chacun. Il y a une personne, moi, qui pourrait venir me voir et je l'orienterais plutôt sur de la location nue ou de la location meublée, même si elle se transforme sous le même régime fiscal. Et il y en a, je les orienterais plus vers une SCI à l'IS parce que leur situation est différente, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs à moyen et long terme. Donc, faire une réponse générale, ça n'a pas de sens. Mais par contre, ce qui est sûr, et ce sur quoi je sais qu'on est d'accord, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter d'avancer parce qu'il y a un projet de réforme. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le point central pour tout le monde. Si vous êtes dans une logique d'investissement, si vous êtes à l'étude sur des projets, si votre projet il est rentable et que vous estimez qu'à moyen long terme, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir, il faut quand même avancer, quitte à, encore une fois, à se faire aider pour choisir le bon régime, mais il faut y aller parce que l'investissement, c'est notre avenir, tout simplement. Et donc, parce que moi, la question que je me posais, par exemple, je vais faire deux, trois scénarios, tu me dis si c'est farfelu ou si ça peut tenir la route. Est-ce que, par exemple, je peux me dire, bon, je vais faire une SARL de famille, comme ça, je vais bénéficier du LMNP tant qu'il existe, et le jour où vraiment ça me saoule, je peux basculer ma SARL à l'IS. Est-ce que ça, c'est stupide ou pas? Je fais des réflexions comme ça.
Moi, c'est pas stupide. C'est pas stupide. Après, le passage à l'IS, j'ai plus en tête toutes les conditions, mais il y a quand même un certain nombre de conditions et de temps aussi à respecter. Mais non, ça peut être une solution. Ça peut être une solution avec quand même, je le rajoute pour ceux qui nous écoutent et qui prennent pas pour argent comptant ce qu'on est en train de dire, Oui, parce que oui, c'est non, mais je fais important. des suppositions comme ça, là, Non, j'imagine, mais mais t'as raison, mais je mets toujours les bien warnings, moi, sûr. parce que souvent, des fois, je dis un truc, moi, comme ça, et puis les gens, ils peuvent l'appliquer sans même. Voilà. Donc, juste le petit warning quand même, c'est attention, la SARL de famille, c'est un véhicule qui est intéressant et qui peut être tout à fait adapté. Par contre, 95% des banques ne savent même pas que ça existe. Donc, en termes d'emprunt bancaire, souvent, c'est plus compliqué d'obtenir un prêt en SARL de famille qu'en SCI à l'IS, par exemple. Donc, ça, c'est quand même un point à avoir en tête pour ceux qui envisagent ce scénario-là. Au niveau bancaire, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Et par rapport à tout ce qui est en société, donc quand je dis en société, alors je précise aux gens parce qu'en fait, il y a les sociétés transparentes et les sociétés vraiment à l'impôt sur les sociétés. Donc là, la question que je pose, c'est vraiment pour les sociétés qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Est-ce que là, sur cette fiscalité-là, il y aura des changements ou toi, tu es plutôt confiant que ça va rester à peu près stable? Je suis tout à fait confiant sur le fait que ça bouge pas, parce que même logique que pour le LMNP depuis 10 ans, quand j'entendais les bruits de couloir, etc. Moi, à partir du moment où il n'y a pas de réflexion, pas de texte, pas de projet de texte, j'en entends même pas parler en côtoyant les uns et les autres, je vois pas pourquoi ça bougerait. En tout cas, ça bougera pas en 15 jours, ça c'est une évidence. Donc non, là-dessus, je suis assez confiant sur le fait qu'on peut se dire que les régimes de société sont stables. Et je m'étais aventurée à un moment donné de me dire, ce serait quoi les facteurs qui font balancer LMNP, les facteurs qui font basculer SCI LIS. Moi, j'avais réfléchi, je peux t'en dire quelques-uns et tu me dis. Vas-y, Mais moi, ce vas-y. que je dis, en fait, je pense qu'il y en a plein et qu'en réalité, il y en a qui vont pencher pour l'un et d'autres pour l'autre. Et du coup, bah, forcément, l'arbitrage est toujours compliqué et c'est pas, il n'y a pas de oui ou non. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'il y a quand même certains éléments qui peuvent aider un peu les gens à se dire. Pour moi, le premier élément, c'est si c'est un projet minuscule en taille. Alors, quand je dis minuscule, c'est genre un tout petit truc à 50 000 ou 70 000. J'ai l'impression que le fait de faire la compta via une SCIS et les frais de structure, par rapport à la taille du projet, ça penche plus vers quelque chose de plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire absolument. Mais qu'il n'y a pas forcément besoin de créer une SCIS. J'ai l'impression d'utiliser un bazooka pour un tout petit truc. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir des tout petits projets en SCIS? Pour moi, le raisonnement, il tient pas là. Là, il Il tient tient pas. Ah bah, trop bien. Alors, vas-y, dis-moi pourquoi. Non, pour moi, il tient pas. C'est ce que je dis toujours. Enfin, les chiffres n'ont aucune importance dans le raisonnement juridique, souvent. Alors, donc, ce serait quoi, alors, l'importance? Les gens, la personne qui fait l'investissement, sa situation, ce qu'il recherche en faisant cet investissement, c'est plutôt ça les critères en vérité. C'est la situation de la personne dont on parle. Souvent, c'est un peu l'exemple que je prends, tu sais, quand des chefs d'entreprise, ils m'appellent et ils me demandent de les accompagner et qui commencent à me présenter leur business en détail, etc. En fait, souvent, le business, je m'en fous un peu. Ce qui compte, c'est toute la logique qu'il y a derrière, d'optimisation ou de structuration. Bah là, c'est un peu pareil. J'ai envie de dire que quels que soient les chiffres, en vérité, il n'y a pas trop d'incidence sur les choix qu'on va faire. Donc, je ne crois pas que ce soit la taille du projet qui permette de se guider dans un sens ou dans l'autre. Je dirais plutôt que c'est les projections à court, moyen, long terme qu'on fait en tant qu'investisseur. Donc, par exemple, est-ce que j'ai envie de le revendre rapidement ou pas? Par exemple, un Ouais, scénario de revente potentielle, ce qu'on aurait en ouais. tête? Par exemple, ça peut être quand je fais une SCI, on investit à deux. Donc, est-ce que la deuxième personne, j'ai envie de refaire de l'investissement avec elle ou pas? Ça peut être plein de sujets, en fait, hein, mais qui sont propres à l'investisseur en lui-même. Et par exemple, si, parce qu'il y a plusieurs façons. En effet, celui qui gagne déjà bien sa vie, qui ne s'envisage pas de quitter son boulot et qui veut tout encapsuler et garder en société, là, on va plus pencher pour côté société. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Alors, ça encore, pareil, c'est OK pour le début de raisonnement, mais il y aura toujours un mais. Mais par contre, s'il y a une plus-value potentielle à horizon 5-6 ans, ça vaut plus le coup de le laisser peut-être en emprunt. Ouais, voilà, En mais c'est fait, pour ça, c'est multifactoriel, en fait. Il y a plein de c'est facteurs. Et c'est Il- et c'est ce qui fait qu'en fait, on peut pas, on pourra jamais faire de raisonnement global. On Ok. pourra jamais dire si tu as ça, voilà ce qu'il faut faire. J'ai la chance de travailler dans une matière où chaque cas est particulier. Parce que typiquement, moi, alors, non, mais je t'embête, hein, parce que Ah, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Mais, c'est... mais, mais en fait, je te répondrai jamais parce que je D'accord, peux mais pas. je te Je peux donne pas un dans autre les faits. exemple et tu me Ah, dis, vas-y, vas-y, mais vas-y. par exemple, la personne qui achète un bien et qui a aucun travaux à faire dedans. Mhm. Mais je me dis, c'est l'horreur, parce que d'un point de vue, s'il reste sur un nom propre, s'il n'y a aucun travaux, il va tout de suite commencer à payer de l'impôt sur ses revenus. Ouais, ça peut faire partie de sa stratégie.
Ouais, voilà. Mais du coup, est-ce que. En tout cas, moi, je me dis juste, il y a plusieurs éléments, en tout cas, comme s'il y avait des entrées à mettre dans le truc. Et Tout puis à après, fait. le résultat, c'est sûr que ça va dépendre de plusieurs éléments en même temps. Il n'y a pas un élément. Faut pas que les Exactement. gens ils se disent, elle a dit ça, donc c'est ça. Non, en fait, il y a plein de choses, mais. C'est multifactoriel. Tu vois, l'exemple que tu prends, oui, sur le principe, tu as raison. Tu vois, c'est OK. Mais, tu vois, je rajoute toujours un mais, en fait. Parce que, si le bien, tu as une plus-value potentielle de 40 000 et que tu envisages de quitter ton job dans 6 mois, et ben, peut-être que ta plus-value de 40 000, même si elle est taxée, elle va te faire du bien en perso. Tu vois ce que je veux dire? Et Alors, donc, est-ce du que les coup, gens, ils devraient faire genre un tableau à deux entrées en se disant à gauche pour LMNP, pour SCILIS, et du coup, ils écrivent les avantages. Enfin, comment tu fais pour décider entre les deux, quoi, quand tu es là je discute. Je discute et je prends toutes les infos que je peux sur la situation personnelle et professionnelle et patrimoniale de la personne que j'ai en face de moi. Et c'est pour ça que c'est marrant que tu dis ça, ça me fait penser à. J'ai été contacté par plein de fondateurs d'intelligence artificielle, de machins, qui me disent on va mettre en place des sortes de robots qui permettent de trouver des solutions, etc. Et en fait, ils me proposent de m'associer, de me donner des parts, d'être l'expert qui chapeaute, enfin, des trucs et des projets super sérieux, hein, attention, hein, des top projets, hein. Et à chaque fois, ma réaction, c'est la même. C'est en fait, si je suis honnête intellectuellement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, ça veut dire que j'enlève la dimension humaine de la personne que j'ai en face de moi. Sauf que la prise de décision en matière fiscale est liée à la personne humaine que j'ai en face de moi. Donc en fait, c'est un truc qu'on ne pourra jamais déshumaniser. Et quelque part, c'est ça qui fait que j'aurai toujours un travail monstrueux tous les jours. Je n'aurai pas ce problème-là de l'intelligence artificielle. Donc quelque part, tant mieux, mais c'est surtout bien à comprendre. C'est ne faites pas comme le voisin. Ne faites pas comme le gars à côté de vous qui semble avoir la même situation. Non, apprenez quand même à maîtriser un petit peu les choses et à avoir un raisonnement en fonction de votre propre situation. Et vraiment, c'est important. Enfin, je sais qu'on aimerait simplifier tout ça. Je sais qu'on aimerait pouvoir dire ça plus ça égale ça. Mais en matière fiscale, ça ne marche pas. Ok. Donc en gros, aujourd'hui, t'es pas en mode on arrête le LMNP, c'est la cata. Toi, tu es plutôt en mode pour l'instant, on pose les choses. Au pire, vous faites conseiller par quelqu'un. Même si moi, je trouve ça quand même difficile de trouver des bons conseils, hein. Moi, des bons experts comptables, etc. Moi, j'ai toujours eu du mal. Mais bon, c'est. Bah, la problématique aussi, c'est que souvent, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. C'est aussi ça le problème, c'est que c'est une matière technique et trouver une ou plusieurs personnes capables de vulgariser ça, c'est compliqué. Donc, moi, je comprends hein, tout ce que tu dis, mais non, il faut faire cet effort-là. Il faut pas foncer tête baissée, mais il ne faut pas non plus s'arrêter d'avancer. Mais encore une fois, tu vois, tu me dis aujourd'hui, je te dis ça, peut-être que dans 3 semaines, je te dis le contraire, parce qu'il y aura le projet de loi de finances qui sera sorti. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que dans 3 semaines, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année d'après. Donc dans tous les cas, Ouais, mais bon, en un an, on fait des choses quand même. Oui, tu veux dire qu'on peut. Alors ben, justement, ça va être la bonne transition. C'est imaginons que on va partir finir avec la troisième étape dont je voulais parler, qu'on n'a pas encore eu le temps de parler. C'est quand on a déjà des biens LMNP et que on se dit mais zut et tout maintenant avec les nouveaux calculs. Alors je sais pas d'ailleurs, est-ce que la loi va être rétroactive si on a déjà commencé à amortir? Comment ça se passe? Est-ce que d'un seul coup les voilà, Aucune on idée. verra. Mais imaginons, on se dit, ah bah zut, maintenant mon cash flow, ça y est, c'est fini. Je dois mettre au pot tous les mois, c'est la catastrophe avec la nouvelle réforme. Imaginons. Enfin, faisons un scénario comme ça. Ouais. Et donc, je me retrouve avec mes biens LMNP. Là, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour essayer de corriger le tir, sachant qu'il a des locataires en place, qu'il ne peut pas les mettre dehors pour passer. Enfin, voilà, voilà. En plus, on sait quand il y a des locataires en place, des fois, c'est un peu plus dur à revendre. Et encore, ça Mhm. dépend. Ça dépend, mais Bien sûr. voilà. Est-ce qu'il y a des solutions pour ces personnes-là qui se disent, attends, mais du coup, est-ce que je peux du coup rebifurquer? Alors, déjà, des solutions, on en a toujours. Le tout, c'est de les identifier et qu'elles correspondent à la situation de la personne. Donc, déjà, ça, c'est un point important. Tous ceux qui nous écoutent, vous ne sentez pas pris à la gorge à un moment donné où il y a une réforme. Il y aura peut-être des difficultés, ça va peut-être coûter de l'argent à un moment donné, plus que ce que vous aviez imaginé. Mais l'idée, c'est quand même de vite se mettre autour de la table et de faire ce qu'il faut faire et de faire les arbitrages qui s'imposent. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, il va y avoir certainement des arbitrages à faire. Et ça, il faut impérativement voilà, prendre son patrimoine, l'analyser et voir lesquels on sort, lesquels on garde. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième point important, et je tiens quand même à le rappeler, à le souligner, quand on fait de l'investissement immobilier en l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue et avoir toujours à l'esprit que même si la fiscalité elle est élevée, on s'enrichit quand même tous les mois. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler parce que
on s'est tellement habitué à avoir un super régime fiscal et tout, machin, que on oublie quand même le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est que quand j'achète un bien immobilier, que j'ai un crédit de 1 000 euros par mois à rembourser, et que c'est mon locataire qui me donne 1 000 euros pour que je puisse les rembourser, ça veut dire que je m'enrichis de 1 000 euros par mois. Ça veut dire que même si ma fiscalité va être un peu élevée à côté, d'accord? Je m'enrichis de 1 000 euros par mois parce que je suis dans la process de remboursement qui me fait avoir un patrimoine qui augmente chaque mois. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, même si on me donne 1 000 euros pour rembourser 1 000 euros, et même si j'ai, allez, je prends une hypothèse vraiment négative, même si j'ai 400 euros de fiscalité, c'est-à-dire 40% de fiscalité, ce qui serait quand même important, eh ben, je me suis quand même enrichi de 600 euros par mois. Alors, bien sûr, je perds ma rentabilité. Bien sûr que je vais devoir faire des arbitrages. Mais je suis quand même dans une logique d'enrichissement. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a tendance à l'oublier, parce qu'on s'est habitué à optimiser à fond grâce à certains régimes. Mais on est quand même dans cette logique d'enrichissement. Et donc, le jour où on va revendre, on sera quand même enrichi. Et ça, c'est important de le dire. Oui, voilà, en fait, c'est qu'au pire du pire, déjà, tu peux revendre ton bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Deuxième scénario, ça peut être de se le racheter à soi-même en SCI-LIS si jamais on avait vraiment envie de le garder et que finalement on arbitre, on fait les deux scénarios et on se dit ah, finalement bah, je me le rachète à moi-même en SCI-LIS. Ou bien, comme tu dis, se dire bah tant pis, je le laisse, ça me coûte un petit peu, mais je m'enrichis et puis voilà. C'est exactement. Il y aura des arbitrages à faire dans tous les cas. Et quelque part, c'est voilà, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est aussi la beauté de la fiscalité. C'est que ça évolue tout le temps. Il faut être capable. Alors, en fait, et ça peut quelque part être une sorte un peu de mini-conclusion. Quand on est investisseur, c'est tout sauf de l'immobilisme, l'investissement. Ça veut dire que ceux qui pensent qu'ils vont acheter et puis qu'ils vont attendre leur retraite, en fait, ils n'ont pas compris ce que c'est l'investissement. L'investissement, c'est tout sauf de l'immobilisme. Il faut être capable d'évoluer. En fait, c'est un état d'esprit d'être investisseur. C'est de dire, OK, là, j'ai cette opportunité qui se présente. C'est une opportunité à un instant T. Peut-être qu'à l'instant T plus 2, ce sera plus une opportunité. Et donc, ce sera le moment de la sortir et d'aller chercher une autre opportunité. Et donc, du coup, je crois que c'est important de l'avoir en tête. Celui qui dit j'achète et ce sera ma retraite, bah, il n'a pas le bon raisonnement, même si je comprends qu'on le fasse. Il n'a pas le bon et on le fait tous, hein. Moi, le premier, je me dis ça, je le vendrai dans 10-15 ans, ça me fera un billet, etc. On le fait tous, hein. Mais l'investissement, c'est tout sauf de l'immobilisme. Il faut être capable d'adapter sa situation et d'adapter ses investissements en fonction de la conjoncture. Et ça, je pense qu'on le découvre après le premier investissement. Bien Souvent, je sûr, suis bien complètement sûr, d'accord avec toi. Le premier investissement, souvent, les gens ils disent c'est pour la retraite. Et puis, une fois que tu en as 3, 4, tu commences à comprendre les différences de rentabilité entre tes biens, etc. D'un seul coup, ton cerveau, il commence à évoluer et à comprendre. Moi aussi, bien sûr. au départ, je pensais que je les garderais jusqu'à la fin de ma vie, mes immeubles. Et puis, avec le temps, j'ai compris que bah non, en fait, je vais les arbitrer parce qu'il y aura plus de rentabilité par rapport à l'argent que j'aurais mis dedans. Que tout le monde n'est pas encore capable de l'entendre, mais moi, je l'entends très bien. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup. Je pense que tu as donné. Enfin, j'adore parce que tu parles avec passion de fiscalité, mais moi, j'adore aussi la fiscalité, donc ça tombe bien. Je suis très, très contente. Les personnes, du coup, déjà, qui sont feignantes et puis qui n'ont pas envie de lire le projet de loi de finances et qui donc veulent te suivre sur les réseaux sociaux parce que peut-être que tu feras un résumé ou une Oui, bien sûr. synthèse et qu'ils auront envie de se dire ah bah Simon d'Aragon, il vulgarise bien les choses, j'ai bien compris. Comment est-ce qu'ils peuvent te suivre et ou même te contacter s'ils se disent oh là là, ma situation elle est complexe. J'ai trop envie d'avoir un expert qui donne son avis sur mon point de vue. Sans aucun problème. Donc, sur Instagram, c'est le compte d'Aragon Conseil, donc mon nom de famille avec conseil juste après, Tout attaché ou avec un underscore? tout Tout attaché. attaché. D'Aragon Conseil. D'Aragon Conseil. Pour ceux qui veulent m'écrire, il y a mon adresse, enfin, sur le compte Instagram, il y a mon adresse mail. Si vous faites écrire, vous pouvez envoyer un mail, hein, ça, il y a aucun problème et je vous répondrai avec plaisir. Comme je disais à Dorine tout à l'heure avant qu'on attaque le podcast, il n'y a pas de. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de petits clients, de grands clients, il n'y a pas de petites situations ou de grandes situations. Et surtout, la vie m'a appris que les petits d'aujourd'hui sont peut-être les grands de demain et inversement. Donc, voilà, il y a pas de règle de patrimoine pour prendre contact avec un spécialiste. Et ça, je le dis, pas que pour moi, je le dis globalement pour tout le monde. Celui qui vous dit t'as pas une assez grande situation pour que je te prenne en rendez-vous, c'est qu'il a absolument rien compris au fonctionnement de l'investissement, justement. Donc, non, n'hésitez pas, il y a mes coordonnées sur le compte Instagram. Vous pouvez me trouver sur Facebook aussi. Et puis, pour les plus motivés d'entre vous, une fois par an, on en parlait tout à l'heure, une fois par an, je fais un séminaire de fiscalité. Donc, c'est une journée de fiscalité où on approfondit tous ces sujets-là. Donc, cette année, ce sera l'année prochaine, ce sera le samedi 5 avril 2025.
Et c'est une journée vraiment que je dédie à chaque fois à la fiscalité. C'est vraiment un tarif accessible grand public. Enfin, on est vraiment sur une logique de rendre accessible à tous des informations importantes. Et on passera évidemment un bon moment dans cette journée sur la fiscalité immobilière et sur la réforme qui sera peut-être intervenue d'ici là ou qui sera peut-être en cours d'ici là. Donc on adaptera le programme en fonction de l'actualité. Et est-ce que tu fais aussi des formations en ligne de fiscalité ou pas du tout? Tout à fait. Alors, bon, je fais des formations, j'interviens pour plein de groupes. Tu sais, je fais des conférences et j'interviens pour plein de grands groupes, des groupes immobiliers d'ailleurs, qui me demandent de former leurs équipes, etc. Et d'un point de vue purement formation, je suis en train de préparer une formation en ligne pour pouvoir donner accès. Là encore, c'est une logique, on va dire, de donner accès au plus grand nombre. On n'est pas sur une logique purement formateur. Moi, je suis surtout formateur à l'université et c'est ça qui me plaît. Mais on est sur une logique de transmettre les informations importantes à tous ceux qui en ont besoin. Très Et bien. je crois que c'est ça le point de départ avant de faire des rendez-vous, tout ça. C'est important de donner les informations à ceux qui en ont besoin. Bah super. Bah merci beaucoup. Je vais mettre tous les liens dans la description là, de l'épisode. Je mettrai aussi le lien vers ton séminaire. Comme ça, les gens ils peuvent retrouver directement Avec plaisir. dans la description de l'épisode. Ce sera plus simple pour eux. Et bah, merci beaucoup, Simon, d'être Merci à toi, venu. Dorine. Avec plaisir. C'était vraiment chouette. Et puis, bah, j'espère un jour, peut-être que tu reviendras pour nous expliquer la réforme ou pas. Avec plaisir. N'hésite pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée.